Bienvenue dans cette nouvelle édition de La Puce à l'oreille avec aujourd'hui dans nos studios un comédien qui est au micro mais qui est aussi auteur de livres, de romans. On va surtout parler justement de son nouveau livre L'Asile. C'est donc Thierry Moral aujourd'hui avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, comment te présenterais-tu là déjà en quelques mots ? En quelques mots, je suis un artiste de proximité éclectique. Mon cœur de métier, ce sont les arts du récit, le métier de conteur lié à la scène. J'exerce aussi en tant que comédien, metteur en scène. Et quand je ne suis pas sur scène, je suis dans des livres. Oui, t'écris pas mal parce que là, c'est un livre de plus de 200 pages que t'as sorti, c'est ça, L'Asile. Alors, comment c'est venu l'idée de départ déjà de ce livre, d'écrire ce livre ? Alors, je pars toujours sur deux éléments clés. Une image, souvent que j'ai vue en vrai, cette ferme au carré avec un tag. Voilà, donc c'était pas exactement celle-ci que j'ai vue. Voilà. Et ensuite, de la thématique. Et oui, puisque là, tu as sorti ce livre chez l'éditeur Nombre 7 Éditions. Là, il est disponible déjà, ce livre il est Oui, sorti ? oui. Il commence à vivre, il commence à avoir des retours, c'est intéressant, il commence à circuler doucement. On n'est pas sur des gros réseaux de distribution, mais néanmoins, il a l'air de se passer quelque chose sur ce livre. C'est mon 10e et apparemment, ça serait une sorte de passerelle, de transition, d'étape dans mon travail d'auteur. Oui, justement, j'allais poser la question du nombre de livres que tu as déjà sortis, parce qu'on t'avait déjà accueilli pour d'autres ouvrages. C'est donc une habitude quotidienne d'écrire pour toi ? Oui, j'écris quasiment quotidiennement. Bon, il y a des périodes où plus du tout. J'écris bizarrement plus en tournée sur les zones entre scènes derrière le rideau. Et l'écriture se fabrique, se construit dans le travail répétitif et quotidien. Et donc, c'est un petit carnet que tu as toujours sur toi, ou même sur le téléphone, prendre des notes comment ça se passe en fait ? Alors actuellement j'écris essentiellement de deux manières, j'y dirais à 80% sur des carnets, parfois à l'oral, donc j'écris à l'oral, c'est le cas d'un poème qui sortira peut-être un jour qui s'appelle « Je ne suis pas un sandwich » et de temps en temps il m'arrive, là c'est le cas en ce moment, d'écrire directement à l'ordinateur, mais c'est assez rare. Et donc là, pour parler de ce roman, L'Asile, qui vient de sortir, en quelques mots, comment déjà le décrire, quel est le synopsis, j'ai envie de dire, le résumé ? C'est l'histoire d'un militant qui est du côté de Bruay-la-Buissière, qui embête par principe le politicien local, et puis bon, ils en ont marre, donc ils le coursent un peu, et puis il tombe dans la forêt, il s'endort. Il se dit vraiment ça sert à rien, et lorsqu'il reprend la route au petit matin, il tombe sur une ferme au carré en bordure de route sur laquelle est tagué l'asile. Dans l'encadrement du A, il y a une fenêtre, une dame qui ressemble au tableau Le Cri de Munch. Il y a une autre vieille dame qui cherche un chat. Ce chat, manifestement, s'est fait écraser, se fait bouffer par un corbeau. Il taille la route mais ne trouve rien, revient en arrière et découvre à l'intérieur de cette ferme au carré un lieu où vivent pêle-mêle des gens en situation de handicap, des gens en situation de troisième âge, des gens en situation de demandeurs d'asile, des gens qui voient des ovnis, des gens qui voient des fantômes. Alors oui, il y a un attachement à la région. Tu parlais de Béthune, Bruay-la-Buissière. On reconnaît, en tout cas, on a ces lieux-là cités dans le livre, les territoires de la région. Oui, alors je rassure ceux qui habitent par là-bas, l'asile n'existe pas, je l'ai implanté dans cet endroit, mais j'y ai travaillé beaucoup, et notamment dans le bassin minier, et Bruay-la-Buissière, Béthune, ce sont des zones que j'ai beaucoup arpentées, et ça m'a intéressé de travailler sur ces hauteurs un peu post-rurales. Et même si le lieu n'existe pas, tu disais tout à l'heure, c'est inspiré d'une vraie ferme, même peut-être de plusieurs lieux que tu as pu croiser. Oui, j'ai croisé un lieu comme ça improbable, je ne saurais plus dire où, en tout cas c'était en vacances, c'était pas du tout dans la région, où il y avait un tag avec un mot explicite sur cette ferme, et j'ai commencé à imaginer ce lieu, cette communauté, cette cour des miracles.
Oui, parce qu'on a, donc, comme tu le disais, un personnage principal, hein, ce militant opposant à tout, mais aussi il y a des personnes atypiques dans ce lieu, des personnages tout à fait excentriques même. Et de ce fait-là, ce sont l'inspiration de vraies personnes peut-être quelquefois. Comment décrire des gens comme ça, assez différents et puis aussi atypiques. Alors, c'est nourri d'expériences que j'ai pu avoir en intervenant dans des lieux tels que la PUI, les Papillons Blancs de Lens, Liévin, Grenay, Bully-les-Mines. Des gros travaux ont été faits en animation d'ateliers d'écriture. Je suis intervenu pour la Fertès, l'école d'éducateurs d'avion et d'Arras, au CADA d'Arras, le centre d'accueil des demandeurs de droit d'asile. Donc, fort de ces expériences-là, j'ai rencontré des personnalités tout à fait improbable et ça a nourri ma galerie de portraits. Alors avant qu'on fasse une petite pause musicale avec des titres, enfin des artistes en tout cas que j'ai sélectionnés qui sont cités dans le livre, déjà pour parler de ce personnage principal, parce que ça part de ça, ce personnage qui s'oppose à tout, qui trouve refuge dans ce lieu, c'est vraiment ça aussi l'histoire, c'est de voir l'évolution un peu de ce personnage. Oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif et qui va faire stop, appuyer sur le bouton stop, parce que tout le monde est accueilli à l'asile à partir du moment où on laisse ses énergies négatives dehors. C'est Magie, la propriétaire, qui va lui proposer, il va accepter, il va muter, évoluer, changer pour essayer de vivre autrement. Justement, Thierry, tu nous parlais avant du personnage principal, et puis là, on va t'entendre, tiens, avec un petit extrait de ce livre pour nos auditeurs et auditrices. On t'écoute pour nous lire un passage. 16. L'œuvre. Certaines nuits, chausse le masque du cauchemar éveillé. L'orage s'abat sur l'asile sans le transpercer de ses cordes humides. Cyril se retourne sur la couchette de la remise, ne parvenant pas à trouver le moindre instant de répit. Lorsque les premiers rayons de soleil traversent le ciel gris, bas et cotonneux, il constate que sa porte n'est pas coincée. Son pas traînant dans l'herbe exemptée de rosée le mène vers la cour. Tout est calme. Le vent a laissé les traces de son passage tourmenté. La clôture peinturlurée a tenu bon. Des jappements attendrissants laissent sous-entendre que les chiots sont bien en vie. La lumière laiteuse, presque trop blanche pour être vraie, rappelle aux bricoleurs squatteurs que la température a chuté de quelques degrés. Ayant perdu le réflexe de sortir avec son sweat à cause de la chaleur ambiante, Cyril redécouvre le plaisir simple d'avoir la chair de poule. La fraîcheur brumeuse lui fait prendre conscience qu'un paysage est par définition éphémère. En effet, le ciel change tout et tout le temps. Bien, merci pour cet extrait du roman L'Asile de Thierry Moral. Alors, on retrouve aussi dans ce livre de l'art brut, qu'on peut appeler, donc le fait que ce soit des personnes sans formation artistique qui font de l'art. Il y avait cette idée-là aussi, que ce soit des personnes, disons, un peu exclus de la société ou qui ne sont pas dans des schémas habituels, qui s'emparent d'objets pour faire de l'art, c'est ça aussi? Oui, tout à fait. Le troisième axe thématique que je souhaitais explorer dans cet ouvrage, c'est l'art brut, cet art atypique en dehors des cadres. Et en effet, à l'intérieur de l'asile, Magie a proposé un espace qui s'appelle l'art de vivre et tout le monde y est invité à œuvrer. Alors Cyril, le personnage principal, ne va pas s'y adonner, il va préférer bricoler. Il n'empêche que ce lieu à l'intérieur de l'asile, l'art de vivre, est vraiment l'endroit où tout va sortir et où tout le nœud narratif va éclore, si je puis dire. Et on peut même retrouver quelquefois un peu de fantastique dans le livre, sans trop en dévoiler justement. Il a voulu aussi justement jouer sur plusieurs tableaux, plusieurs significations. Oui, c'est ça qui m'a surpris. Ce qui m'intéresse quand j'écris un livre, c'est de ne pas tout maîtriser. Et cette ouverture vers le fantastique n'était absolument pas anticipée dans le plan initial. Et lorsqu'elle s'est imposée à moi, je me suis dit, oh, il se passe quelque chose.
chose, et donc je l'ai accueilli, et du coup c'est un roman d'autant plus atypique. Alors, ça veut dire que quand tu écris, tu connais pas forcément la fin du livre que tu es en train d'écrire, des chapitres comme ça qui se construisent au fur et à mesure? Alors cela dépend. Pour le cas présent, le plan était existant et il y avait une fin, sauf que je ne pouvais plus aller dans le sens du schéma initial, étant donné qu'il y avait des éléments narratifs, des personnages et des ambiances qui étaient plus fortes que le plan. Donc j'ai accueilli cette proposition et remodifié en fonction, et c'est alors que la dimension fantastique est arrivée dans ce roman social. Et oui, parce que il y a cette opposition aussi entre ce lieu qui est à part, justement, avec des gens qui sont totalement à part dans la société, mais qui, de temps en temps, sont rattrapés ou ont la visite de personnes qui sont dans la vie ordinaire, on va dire, et qui peuvent être même en opposition. Hein. Il y avait cette idée d'opposition, quelquefois, entre ce lieu paisible, mais de temps en temps, la vie et puis des personnes des fois un peu malveillantes rattrapent un peu la réalité. Oui, tout à fait. L'asile est au cœur d'une campagne derrière Bruay-la-Buissière, et cet espace est lorgné par des gens qui voudraient bien s'emparer de ce lieu pour en faire des choses beaucoup plus intéressantes telles que la chasse, hein, plutôt que d'accueillir des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et forcément, ça crée des tensions et des pressions. Et forcément, quand il y a des communautés qui se créent, surtout quand elles sont aussi atypiques et aussi peu, approchables d'un point de vue politique, vu qu'il n'y a aucun cadre. À un moment donné, ils envoient une commission de sécurité parfaitement illégale, parce que c'est même pas une association, c'est juste une dame qui accueille des gens. Avec même des migrants, des personnes très différentes. Ah oui, alors c'est pour cela que certains veulent absolument, parce que là pour le coup c'est illégal d'accueillir des migrants, et quand ils arrivent ils ne sont pas là, et c'est toute la question là politique qui tourne autour, mais ils sont où ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que qu'il y ait des personnes qui se soient échappées d'un EHPAD et puis qui vivent là, ça pose de problème à personne. Par contre, qu'il y ait des gens qui n'ont pas de papier, ça on veut les trouver. Mais il y a une sorte de critique de la société à travers ce lieu et ces différents personnages aussi. Alors. Oui, c'est assez fréquent dans mon travail. Je ne porte pas de solution, j'apporte des interrogations. Là, ici, en effet, beaucoup de choses sont passées au crible des limites des systèmes qu'on peut proposer. Je dis pas que tout est à abattre, absolument pas, mais que re-questionner certaines choses, et par le biais de certaines alternatives telles que ce type de communauté, pourrait faire avancer les choses. Alors là, ça me fait penser un peu au contexte actuel, justement, le fait d'être opposant, mais aussi, quelquefois, un peu, on retrouve surtout au début du livre, un peu une agressivité politique qui, après, n'est plus présente, mais on retrouve aussi là des faits de la société, même actuelle. C'est inspiré quelquefois de l'actualité, justement, des fois, de trop en faire, des fois trop militant jusqu'à s'y perdre complètement. Oui, c'est tout à fait le portrait de Cyril, parce que j'en ai rencontré des gens comme ça qui, au bout d'un moment, quand on dit oui, ok, oui, tu fais ça, et sinon, et en fait, ils ne sortent plus du négatif, et c'est là, il se rend compte qu'il a plus de boulot, il a plus de contact avec son fils, sa femme est partie, et puis, il se retrouve un peu paumé, et c'est là qu'il va faire une pause, et quand Magie va lui dire, on dépose les énergies négatives à la porte, il va se mettre à construire, à réparer, à fabriquer, à participer, et il va se dire c'est bien d'aller pour plutôt que contre exclusivement. Donc c'est inspiré aussi de personnes que tu as pu rencontrer. Il y a aussi de ça dans ton écriture, s'inspirer même de personnes que tu rencontres ou différentes choses. Oui, la plupart de mes portraits sont des croisements entre 2, 3, voire 4 personnes. Je prends le haut d'une personne, le bas de l'autre, un trait de caractère ou une maladie de l'un ou de l'autre. Et c'est comme ça que je compose comme des collages, ces personnages totalement de fiction, mais qui, je l'espère en tout cas, ont cette crédibilité de la réalité,
parce qu'ils sont composés vraiment d'éléments que j'ai pu rencontrer, croiser. Nous accueillons Thierry Moral aujourd'hui dans nos studios qui nous parle de son dernier roman, L'Asile, aux éditions Nombre 7 éditions. Là, on va te entendre avec un petit extrait justement, mais déjà, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelles sont tes inspirations? Est-ce qu'il y a des auteurs, toi, qui t'inspirent vraiment pour écrire? Alors, il y en a énormément, nombreux, pour ce type d'ouvrage et peut-être vers la direction sur laquelle ça s'oriente. Mon projet artistique serait, entre ceux qui connaissent, Thomas Gunzig, qui est un auteur belge qui écrit des choses parfaitement et totalement décalées et totalement improbables, hein, ou l'auteur japonais, je vais écorcher son nom, mais ce n'est pas grave, Murakami, voilà, avec notamment la trilogie 1Q84 ou le meurtre du commandeur, qui sont des choses qui peuvent s'apparenter à mon travail. Eh bien, on va écouter un deuxième extrait là, que tu as choisi du livre L'Asile. 20. Jackie. Chemise à fleurs aux manches longues bouchonnées jusqu'au coude, chapeau de cow-boy défraîchi made in Taïwan, pendentif improbable ou gris-gris mystique ressemblant vaguement à un pépito bleu, posé sur le duvet de son large poitrail hautement visible, short multipoche aux couleurs de treillis sibérien gris et bleu, chaussures de marche low cost couvertes de boue sèche, ceinturon de musculation extra large contenant sa bedaine assumée, ses épais avant-bras sont recouverts de tatouages géométriques, techniques et scientifiques qui interpellent, certes, mais ce qui attire davantage le regard, c'est son dispositif électronique qui est attaché à ses hanches. Un novice de l'asile y verrait une production en volume de l'art de vivre que nenni. Jackie est équipé pour repérer les autres, parce que Jackie les a vus. Cet ancien ingénieur du son à succès, a profité de son départ en retraite anticipée pour revendre son mythique studio d'enregistrement à un prix d'or. Ce beau petit pactole, en euros et non en francs belges, lui a permis de s'offrir une seconde vie. Cela aurait pu être l'occasion de se consacrer à sa grande passion, la musculation, mais il n'a plus l'âge de faire de la concurrence à Jean-Claude Van Damme. Il profite donc de son petit pécule pour développer sa carrière d'ufologue émérite, reconnu sur le net et grandement craint par les infiltrés. Enfin, selon lui, l'asile en est parfaitement dépourvu. Alors, voilà le portrait donc de Jackie du roman L'Asile. Alors il y a aussi une pointe d'humour pour ressentir dans le livre. Oui. J'ai envie de joie, j'ai envie de gaieté, de lumière. C'est ce qui transparaît dans l'apprentissage de Cyril. Il arrive là et il découvre qu'à force d'être dans le négatif, dans le contre, dans la dureté, dans l'opposition, on oublie de voir, on se ferme et il y a beaucoup de joie et beaucoup d'humour qui peuvent apparaître quand on ouvre les yeux et les oreilles. Alors là, ce livre, il est aux éditeurs, Nombre 7 éditions, hein, c'est ça? C'est pas la première fois, il me semble, que tu sors un livre avec eux. Comment ça se passe, la collaboration Ça se passe plutôt bien, c'est la 3e collaboration avec cet éditeur, enfin cette éditrice. C'est une entreprise qui est basée à Nîmes, avec une équipe essentiellement féminine qui essaie d'avoir des préoccupations d'économie solidaire, écologiste, et puis d'être dans une bonne intelligence par rapport à la mutation du modèle éditorial. Et donc, il est disponible où, ce livre? On peut se le procurer Alors, on peut se le procurer sur Internet via le site de Nombre 7 éditions, qui a fait le travail pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes qu'on connaît, même si certaines on préfère éviter. Sinon, vous allez chez votre libraire du coin, de chaîne ou pas, un libraire indépendant, vous le commandez, en moins de 2 semaines, il arrive chez vous, ou sinon on peut me retrouver sur des salons du livre ou des dédicaces.
Bah oui, j'allais justement te poser la question si t'en as de prévu peut-être là prochainement. Alors en décembre, pas tellement, non, pas tant que Dans ça. 2025 alors. Ouais, en 2025, si je ne m'abuse, j'ai une dédicace qui est prévue. Je regarde mon agenda en même temps pour ne pas dire d'ânerie. Ça sera à Douai, donc pas très loin, au Furet du Nord. Ah oui, très beau furet d'ailleurs. Ouais, ça sera le 22 février. Voilà. D'accord, bon, pour noter la date. Et donc, ce livre disponible partout en France à ce moment-là, même dans d'autres pays francophones, en Europe, comment ça se passe? Alors là, il est en français, donc il se diffuse pour les pays francophones. Tout le monde peut le commander. Je sais qu'un Québécois l'a lu. Enfin voilà, donc ça fonctionne. Et justement, la question de la langue est importante parce que j'ai le grand plaisir de travailler, collaborer, en tout cas, et là ça devient plus concret, avec Gabrielle Danou, qui est traductrice et qui a l'intention de traduire ce livre en roumain afin qu'il soit édité en Roumanie, en langue roumaine. Ah oui, donc là, tout un travail pour le proposer là-bas ensuite. Oui, c'est un travail qui est en collaboration et même en triangulation entre Gabriel Danou, moi-même et un auteur roumain. On va travailler ensemble pour voir comment on peut faire connaître le travail de ce monsieur en France et vice-versa pour moi, puis comment on peut progresser sur, comment dire, une accointance artistique. Ah oui, même sans comprendre le roumain, il y a aussi l'idée de donner des conseils peut-être pour la traduction ou pas Alors, moi, je ne pourrais pas me permettre d'intervenir sur la question de la Roumanie, mais par contre, bien évidemment, traduire, c'est un travail absolument énorme, surtout sur des écritures comme les miennes, où le jeu avec la culture langagière, les expressions toutes faites, les sonorités sont très importantes. Très, Et très, le ch'ti aussi. Oui. C'est vrai qu'il y a des passages. Ouais. Alors, comment on fait avec ça? Donc là, ça sera leur travail, tout comme quand on aura le roman roumain qui sera traduit. Moi, je pourrais me permettre d'intervenir en me disant, ah, bah, nous, en français, on peut utiliser telle expression ou pas, ou voilà. Donc, on verra, c'est toujours à la décision de l'auteur, voilà, qui revient de la décision de on fait comment ou pas. Et donc là, tu as déjà eu des premiers retours de lecteurs, de personnes? Oui, et c'est plutôt de très bonne augure. Alors après, ça se confirmera peut-être pas, mais apparemment ce livre serait un livre charnière qui marque mon parcours. Il y aura sans doute un avant, un après. Et bien, on va marquer une dernière pause musicale et puis on se retrouve juste après pour parler de ton actualité en tant que comédien, conteur aussi avec des spectacles que tu peux faire aussi en région, Hauts-de-France. Et en plus d'écrire, tu fais toujours des spectacles, tu es comédien, conteur. Quel spectacle fais-tu en ce moment? Est-ce que tu as de l'actualité aussi? Alors, il y a 3 spectacles qui sont de l'ordre de la création. Il y a Bilbo pour ainsi dire, d'après J.R.R. Tolkien, que j'ai le plaisir de partager avec Antoine Marem au violon. Donc, il raconte en 1 heure, à peu près un petit peu plus, l'histoire de Bilbo le Hobbit, qui est vraiment un spectacle de théâtre-récit qui essaye de rendre accessible au plus grand nombre cette histoire fondamentale. Et donc, est-ce qu'il y a aussi d'autres spectacles, d'autres choses? Parce que je sais que tu as plusieurs casquettes. Oui, on en fait plusieurs et on essaie de les faire connaître, de les faire vivre. J'ai le plaisir de défendre un spectacle qui s'appelle Enquête de jazz, qui est une découverte du jazz à partir de 4 ans. Voilà, avec Jessie Blondel au saxophone et à la composition et Nicolas Mailleux à la contrebasse. Et en plus de faire des spectacles, tu fais aussi des ateliers, des rencontres avec des plus jeunes ou moins jeunes. Ah oui, alors des ateliers sont assez nombreux. Depuis l'année dernière, je travaille avec un organisme de formation, l'IF2A, pour lequel je donne des formations professionnelles, professionnalisantes sur les arts du récit,
Là, il y aura une session en février de l'histoire au spectacle, une en juillet et une sur niveau 2, sur les arts du récit, pour comment raconter avec son corps. Oui, et puis on le sentait quand tu as lu là des extraits de livres, c'est vraiment l'idée, oui, de compter, pas lire en fait, réellement. Oui, bah, ça c'est ce que je travaille depuis 2003, donc ça, même quand je suis en lecture, ça dépasse, voilà, c'est devenu un réflexe, une seconde vie, mais c'est l'idée de faire vivre les mots et les histoires autrement. Et il y a ton site toujours où là on a pas mal d'infos sur justement tes spectacles et il y a les dates des vidéos, on peut retrouver plusieurs choses sur Oui, ton site. je le mets à jour très régulièrement, donc c'est très touffu parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a des ateliers, il y a des spectacles et aussi la dernière création, j'ai refait le metteur en scène, j'en parle rapidement, ça s'appelle Génial Général Président, c'est une pièce d'Abdoul Aliouar que j'ai adaptée et mis en scène, je suis avec Guillaume Leclerc, qu'on connaît davantage en tant que musicien, notamment dans Arsène Lupin Trio, voilà, entre autres, et qui démonte le mécanisme de la dictature en Afrique, mais pas seulement. Et tu es présent aussi sur les réseaux sociaux peut-être, on peut te retrouver... Alors j'ai une chaîne YouTube et je suis présent sur LinkedIn, voilà. Donc il faut taper même pour le site juste Thierry Moral, ton nom MORAL.fr, on peut te retrouver facilement sur internet. Oui, tout à fait, il y a mon mail qui se trouve facilement, il y a une newsletter mensuelle qui donne mes dates, et puis c'est comme ça qu'on continue de faire des rencontres et d'avancer. Et pour terminer, peux-tu nous redonner les références du livre, comment on se procure donc ton nouveau roman L'Asile? Alors l'Asile, c'est chez Nombre 7 Éditions, ça se trouve soit sur la librairie numérique, soit en livre numérique, soit en livre papier commandable chez Nombre 7 Éditions, soit on envoie un mail, voilà, on se trouve sur un salon du livre dans une librairie, soit passer par une librairie indépendante ou une librairie de chaîne qui en fera la commande rapidement. Puis ceux qui veulent te voir en personne, rendez-vous en février au Furet du Nord à Douai, en tout cas. Et bien, merci d'être venu dans nos studios pour parler de ton nouveau livre et de ton actualité. Et on te suit en tout cas pour tes nouvelles actualités en région. Bien, merci d'être passé dans l'émission. À bientôt. À bientôt.